Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 13 janvier. Au sommaire de cette édition, il choisit de sortir du silence. Il clame haut et fort qu'il n'a rien à faire en prison en Iran. Le Français Olivier Grondeau est derrière les barreaux à Téhéran depuis plus de 2 ans. Dans ce journal aussi, cette attaque meurtrière au Nigeria. Au moins 40 agriculteurs ont été tués ce week-end par des djihadistes. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur la vie du célèbre photographe italien Oliviero Toscani. Il était connu pour des publicités provocatrices. Il s'est éteint aujourd'hui. Et puis enfin, 47 tonnes de cocaïne. Saisie record en 2024 pour les douanes françaises. Ils sont 3 Français actuellement détenus en Iran. Paris les qualifie d'otages d'État. Ils s'appellent Cécile Kohler, Jacques Paris, Olivier Grondeau. Les proches d'Olivier Grondeau ont donc choisi cette semaine de sortir du silence. Silence qu'ils respectaient depuis l'arrestation de ce jeune homme en octobre 2022 à Chiraz, dans le sud de l'Iran. Depuis, Olivier Grondeau a été condamné à 5 ans de prison. Il est accusé de complot contre la République islamique, ce que conteste son entourage et les autorités françaises. Tristan Bultio est un ami d'Olivier Grondeau. Il est mobilisé pour demander sa libération. Il est au micro de Nicolas Falaise. Sa situation judiciaire, c'est 5 ans de prison au bout d'une longue attente pour un procès qui a été complètement une mascarade à nos yeux. Le dossier est complètement vide. Il est bien sûr innocent de ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'avoir comploté contre la République islamique. Ses conditions de détention, aujourd'hui, il est à Evin, à Téhéran, donc la prison avec 20 000 prisonniers, où sont également détenus Cécile Kohler et Jacques Paris, les 2 autres otages, dans des conditions encore plus épouvantables. Celles d'Olivier sont insupportables également, et si il brise le silence aujourd'hui, c'est parce qu'il est à bout de force, il est épuisé, sa santé empathie, et chaque jour est un jour de trop, et on a très peur pour lui. D'après vous, c'est un sujet judiciaire ou un sujet politique entre la France et la République islamique d'Iran ? Alors nous, ça nous dépasse complètement cette dimension-là. On a vraiment l'impression d'être les pions avec un proche qui a été pris en otage pour des négociations entre États. Pour nous, oui, le dossier est vide. Bien sûr, il est complètement innocent et les accusations sont ridicules. Les motifs sont clairement politiques et nous dépassent complètement, nous, ses proches. Des propos recueillis par Nicolas Falaise. Nous l'apprenons à l'instant. Après avoir un nouveau président, les Libanais ont désormais un nouveau Premier ministre. Le président Joseph Aoun vient d'annoncer la nomination du juge Nawaf Salam et nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. L'actualité sur le continent africain, l'attaque a eu lieu au Nigeria, mais nous l'apprenons qu'aujourd'hui, cette attaque a eu lieu hier. Des djihadistes ont tué au moins 40 agriculteurs. Dimanche, en fin de journée, des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont rassemblé des dizaines d'agriculteurs dans la localité de Doumba, sur les rives du lac Tchad, et les ont abattus. Les combattants du groupe État islamique étaient furieux de découvrir que les fermiers avaient versé de l'argent à Boko Haram, une autre organisation djihadiste, pour cultiver dans la région, et ont donc décidé de les punir en les rassemblant et en ouvrant le feu sur eux, déclare une source locale à nos confrères de l'agence France Presse. 18 soldats nord-coréens sont morts dans le cadre de la guerre en Ukraine, annoncent ce matin des autorités de Kiev qui précisent que 17 ont été tués par l'armée et que le dernier s'est suicidé. Il y a aussi 2 prisonniers, 2 soldats nord-coréens capturés dans la région russe de Koursk, comme l'a indiqué le président Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui s'est dit prêt hier à remettre les 2 hommes à Pyongyang en échange de soldats ukrainiens prisonniers en Russie. À ce sujet, je vous propose d'écouter l'analyse d'Igor Delanoë. Il est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS. Il est certain qu'ils vont monnayer l'échange de ces prisonniers nord-coréens pour récupérer
leurs prisonniers détenus par les Russes. Ce qu'on observe lors des précédents échanges de prisonniers entre Russes et Ukrainiens, en tout cas sur ceux qui ont eu lieu ces dernières semaines, c'est qu'il y a souvent un ratio de 1 à 3 ou de 1 à 4, c'est-à-dire que les Ukrainiens renvoient un soldat russe et reçoivent 3 à 4 des leurs qui ont été faits prisonniers par les Russes. Donc on peut imaginer que là, les Ukrainiens vont essayer d'obtenir encore plus de prisonniers, de leurs prisonniers, contre ces prisonniers nord-coréens, surtout si jamais ils en capturent d'autres. Ça peut devenir un moyen de récupérer encore plus des leurs qui sont détenus chez les Russes. Igor Delanoë, qui était au téléphone à la mi-journée avec Anne Kantner. RFI à Paris, 17h05. Le cyclone Dikeledi balaie le Mozambique après avoir tué au moins 3 personnes à Madagascar et provoqué d'importants dégâts dans l'archipel français de Mayotte. Mayotte, où l'alerte rouge a été levée et où nous apprenons que la rentrée scolaire est reportée. Venons-en à la mort d'un célèbre photographe, célèbre pour ses publicités provocatrices. L'Italien Oliviero Toscani avait 82 ans. Il s'est fait connaître notamment dans les années 80-90 pour ses publicités, notamment pour le compte de la marque Benetton. Quand on fait quelque chose qui n'est pas banal, il y a toujours des gens qui sont contraires. Benetton est devenu une des 5 marques plus connues au monde. À cause de quoi ? À la fin, les produits sont tous pareils. Des marques différentes produisent toutes les mêmes choses. La différence, aujourd'hui, c'est dans l'image. On se rappelle des images. C'est ça qui capitalise un nom. Oliviero Toscani sur une télé française en 1994. Il s'est donc éteint. Retour sur les étapes marquantes de sa vie avec Anne Lenir à Rome. Homme au caractère ironique et à l'âme libre, l'ancien étudiant de l'école d'arts appliqués de Zurich débute sa carrière internationale en travaillant pour des maisons de haute couture et de prestigieux magazines de mode. En 1982, il entame sa collaboration avec la marque Benetton et enchaîne les campagnes publicitaires liées à des sujets de société. De la lutte contre le racisme, le sida, l'homophobie, la mafia, la famine, à celle pour la paix. En l'an 2000, sa campagne contre la peine capitale, montrant des condamnés à mort aux États-Unis, suscite une telle controverse que Benetton interrompt leur relation qui prendra définitivement fin en 2020. Entre-temps, il suscite encore le choc avec une campagne contre l'anorexie pour la marque Nolita, dans laquelle il met en scène une jeune mannequin décharnée. Au-delà des polémiques, Oliviero Toscani est amplement reconnu pour son don de briser les frontières entre l'art, l'information, la politique et la publicité afin de bousculer les consciences. Anne Lenir, Rome, RFI. L'actualité aux États-Unis où Los Angeles se prépare au retour de vents violents, ce qui menace d'attiser les incendies. Déjà 24 personnes sont mortes depuis ces feux géants, de réels brasiers qui ont également brûlé des bâtiments parfois historiques, Sophie Torlotin. Les pertes sont sans doute inestimables et pour le moment impossible de connaître l'inventaire exact des chefs-d'œuvre des collections privées partis en fumée. Le grand mécène Lionel Sauvage déplore la perte de sa maison d'amis et de ses trésors, mais heureusement, il a réussi à sauver sa collection de quelques 150 toiles de Watteau, grand peintre français du XVIIIe siècle, qu'il avait pris soin de conserver dans une cave en béton, arrosée sans relâche pendant que l'incendie faisait rage. Los Angeles est devenu en quelques décennies l'un des grands centres de conservation et de production d'art des États-Unis. Beaucoup d'artistes américains cotés ont vu leurs ateliers réduits en cendres. Et puis le feu menace toujours de nombreux lieux culturels. Si la Villa Getty et ses 44 000 objets d'antiquité ont été miraculeusement préservés, le second site du musée californien est menacé. Cette antenne du quartier de Brentwood abrite des chefs-d'œuvre de Rembrandt, Turner, Van Gogh et Monet. Mais le centre précise que le bâtiment a été spécialement conçu pour résister aux incendies.
Et puis enfin, 47 tonnes de cocaïne interceptées par les douanes françaises en 2024. Saisie record, c'est le double de l'année précédente puisque 23 tonnes avaient été découvertes sur l'ensemble de l'année 2023. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était au Havre aujourd'hui, l'une des portes d'entrée de la drogue en France, pour féliciter les douaniers. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.